Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre du dispositif d'accompagnement des établissements de santé dans le cadre de l'arrivée de la vague 2 Ségur à l'hôpital. Donc, certains d'entre vous ont peut-être pu assister à nos précédents webinaires, mais pour ceux pour lesquels ce serait le premier, vous savez que la vague 2 actuellement, les éditeurs travaillent à la mise en place de la vague 2 Ségur à l'hôpital, sur laquelle on reviendra très brièvement pour vous rappeler en fait les grands contours fonctionnels que couvre cette vague 2. Mais dans l'attente de l'arrivée des fonctionnalités, on a bien senti sur le terrain qu'il y avait un besoin d'une part d'expliquer le contenu de cette vague 2 et surtout de mettre en lumière les prérequis techniques sur lesquels en fait les établissements de santé devront se pencher plus particulièrement car considérés comme des conditions de réussite pour le déploiement de cette vague 2 à l'hôpital. Et donc, un des sujets, bien entendu, qui est hyper important à avoir en tête en établissement, c'est que l'INS, et plus précisément la qualification de l'INS, constituera vraiment un prérequis pivot pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités à valeur ajoutée qu'on vous propose dans la vague 2. Et donc, c'est dans cette logique-là qu'on s'est dit que c'était hyper important de vous proposer en fait un webinaire sur l'INS qualifié. On sait qu'il y a eu énormément de webinaires là-dessus. Et donc, l'idée, c'était de ne pas refaire des redites de ce qui existait déjà, puisqu'il y a un certain nombre de webinaires pour lesquels il existe des replays sur le site de l'ANS. Du coup, on s'est interrogé sur la manière dont on pouvait vous adresser une forme de nouveauté par rapport à ce sujet. Et donc, on s'est dit que ce serait intéressant de mettre en lumière le retour d'expérience d'établissements de santé qui ont réussi à améliorer leur taux de qualification ANS en partageant leurs bonnes pratiques et leur expérience. Et j'en profite du coup pour remercier ces deux établissements que je vais citer maintenant. Donc, le centre hospitalier Esquirol de Limoges, avec le docteur Langlois-Véronique, qui est médecin responsable d'IM, et Isabelle Erichine, qui est référente identito-vigilance, ainsi que la clinique Saint-Paul de Martinique, représentée par Carole Nellec, qui est référente identito-vigilance. Un grand merci à elle pour le temps accordé et leurs interventions respectives. Côté national, donc Céline Descamps, qui est directrice de projet Identito-Vigilance, se joindra à nous au cours du webinaire pour vous présenter notamment un certain nombre d'actualités sur l'INS. Et enfin moi-même, Inès Bouil-Maoui, qui fait partie de la Task Force Hôpital Ségur, qui est le groupe de travail au niveau national chargé de travailler sur les sujets Ségur à l'hôpital, et qui occupe le poste de responsable de mission au sein de l'Agence de numérique en santé. Et je suis accompagnée sur cette TF Hôpital Ségur de Clara Morlière, directrice de projet à la DNS, et Nolwenn François, qui est experte établissement de santé à l'ANS. Donc voilà pour le casting de ce webinaire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc vous dire, parce que c'est la question qu'on nous pose à chaque webinaire, le webinaire sera mis en replay sur la page de l'ANS et le support également sera associé au webinaire en mode replay et donc du coup vous pourrez bien entendu le télécharger. En termes de consignes, les micros et les caméras et donc on vous demande effectivement de garder vos micros et caméras coupés lorsque nous intervenons. Par contre, effectivement, vous pouvez, en parallèle de nos présentations, utiliser le chat du webinaire pour poser toutes vos questions au fil de l'eau du webinaire et on s'efforcera d'y répondre. Et on prévoit quelques temps de questions-réponses à l'oral. Donc, si à cette occasion-là, vous souhaitez effectivement ouvrir votre caméra et votre micro pour poser vos questions à l'oral, n'hésitez pas. En termes d'ordre du jour, on prévoit un petit rappel des enjeux de la vague 2 du Ségur numérique en ES. Si vous avez déjà participé à nos webinaires, c'est une partie qu'on a déjà présentée, mais voilà, comme on sait qu'on peut avoir de nouveaux arrivants dans le cadre de ces webinaires, on s'efforce quand même de rappeler toujours le contexte dans lequel on s'inscrit.
Ensuite, comme je vous le disais en introduction, Céline Descamps vous présentera quelques actualités autour de l'identité nationale de santé. Ensuite, on rentrera sur le sujet qui nous anime aujourd'hui, à savoir comment je peux faire pour améliorer mon taux de qualification des INS à travers les retours d'expérience des deux établissements, donc le centre hospitalier Esquirol et la clinique Saint-Paul en Martinique, et le centre hospitalier Esquirol de Limoges. Et enfin, on conclura par la présentation des prochaines étapes et surtout des prochains webinaires à venir pour que vous puissiez les identifier et vous y inscrire si cela vous intéresse. Alors, le Ségur du numérique, ce que vous savez très certainement, son objectif, c'est de développer massivement l'échange et le partage de données de santé entre professionnels de santé et avec l'usager à des fins d'amélioration des prises en charge et de la coordination notamment de ces prises en charge. Pour ce faire, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif national qui vise à développer les usages en matière d'échange et de partage de données de santé, en soutenant notamment le développement des usages autour des services socles que sont l'INS, l'usage du dossier médical partagé, ce qu'on peut appeler aussi espace documentaire de mon espace santé, et la messagerie sécurisée de santé professionnelle et citoyenne. Et donc, cette ambition, bien entendu, pour pouvoir l'atteindre, il faut la séquencer en plusieurs temps. Et c'est pour cela que les pouvoirs publics ont mis en place une stratégie en 3 temps. Le premier temps a visé à doter tous les patients d'un profil Mon Espace Santé à travers ce qu'on appelle l'opt-out, qui est une logique qui a consisté en fait à ouvrir un profil Mon Espace Santé à l'ensemble des assurés sociaux du territoire. Une fois qu'on a disposé, entre guillemets, de ce contenant, l'objectif, la deuxième étape, a été de mettre du contenu dans ce contenant. Et ceci, ça s'est traduit par le fait d'accompagner à la fois les éditeurs, mais également les producteurs de données de santé dans une mécanique facilitée par le fait de alimenter facilement l'espace documentaire de Mon Espace Santé en y atteignant une certaine masse critique de documents. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans Mon Espace Santé. On a un grand nombre de DMP qui contiennent un grand nombre de documents. Et donc, ceci, ça a été rendu possible par le fait que les pouvoirs publics ont soutenu financièrement à la fois les éditeurs, mais également les producteurs de données de santé et en particulier les établissements de santé, pour que ces derniers disposent des moyens techniques et organisationnels qui leur permettent d'alimenter facilement l'espace documentaire de Mon Espace Santé, mais également d'envoyer plus facilement un certain nombre de documents en utilisant la messagerie sécurisée de santé professionnelle. Donc ça, c'était l'étape 2. Et l'étape 2, c'est ce qui a pris le nom de la vague 1, Ségur à l'hôpital. Pour peut-être que ce soit plus concret pour vous, la vague 1, en fait, ça a pris le nom côté éditeur du dispositif SONS, qui est venu du coup financer les éditeurs pour le compte des établissements de santé, en demandant aux éditeurs de développer leurs solutions pour que ces solutions présentent un certain nombre de fonctionnalités référencées Ségur, permettant d'alimenter plus facilement les DMP et d'utiliser plus facilement également la fonction de messagerie sécurisée de santé professionnelle. Donc ça, c'est la vague 1. Et côté établissement de santé, cette dynamique d'accompagnement, elle a pris la forme d'un dispositif d'accompagnement qui s'appelle le programme SUNES. Donc, on a atteint cette masse critique de documents dans Mon Espace Santé. Et donc, une fois qu'on a le contenant, le contenu, l'objectif, la troisième étape, c'est de faciliter l'utilisation de ces informations par les professionnels et donc de faciliter quelque part la consultation des documents contenus dans Mon Espace Santé. Pareil, en venant soutenir l'écosystème et donc les éditeurs, mais également les producteurs de données, pour que ces derniers disposent à la fois des conditions techniques et organisationnelles qui leur permettent de consulter plus facilement les documents contenus dans Mon Espace Santé, mais également exploiter plus facilement les documents reçus par messagerie sécurisée de santé professionnelle dans leur logiciel métier. Donc ça, c'est l'objet de la vague 2, sur laquelle les éditeurs travaillent actuellement.
Et donc, je reviendrai un petit peu plus tard sur le planning de cette vague 2. Et donc, en termes de contours fonctionnels sur cette vague 2, donc cette vague 2, elle va venir du coup enrichir le socle posé par la vague 1 à travers le fait de proposer des fonctionnalités qui vont permettre de faciliter la consultation de l'information disponible dans mon espace santé, de faciliter l'intégration des documents médicaux reçus par MS Santé et de renforcer également la sécurité des systèmes d'information. Et en sus de ces trois grandes briques fonctionnelles, on aura bien entendu intégré dans cette vague 2 un certain nombre d'améliorations en termes de fonctionnalités clés de la vague 1, améliorations issues du retour d'expérience terrain de la vague 1. Alors, sur le SONS, du coup, j'en ai parlé très rapidement, mais le SONS, c'est un des dispositifs de soutien financier. Et donc là, celui-ci s'adresse aux éditeurs. Et donc, ça veut dire son système ouvert et non sélectif, qui est le dispositif par lequel l'État vient acheter une prestation de mise à jour logicielle auprès d'un industriel dont le logiciel a bien entendu été préalablement référencé auprès de l'ANS au regard d'un cadre national dans lequel on a explicité de manière unitaire toutes les exigences auxquelles on souhaite que les éditeurs répondent pour être référencés, et pour le compte d'un établissement de santé ou d'un professionnel de santé qui en fait la commande. Et donc là, en l'espèce, dans le cadre de notre webinaire, on parle du référentiel d'identité, donc porté par les gammes, qui, dans le cadre de la vague 1, eh bien, ont pu bénéficier de ce dispositif SONS. Et dans ce dispositif, dans ce référentiel, on a notamment demandé à ce que ces solutions répondent à un certain nombre d'exigences autour de l'INS en lien avec le RNIV et autour, bien entendu, de la capacité du logiciel à aider l'utilisateur à qualifier les INS. En termes de calendrier sur la vague 2, donc on a proposé un corpus documentaire qui est disponible sur la vague 2. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que ce dispositif SONS et plus globalement Ségur Vague 2 est régi par un cadre réglementaire qui prend la forme d'arrêté. Un arrêté pour la partie DPI et un arrêté pour la partie PFI. Pour la vague 2, il n'y a pas de dispositif RI. Et toutes les annexes sont en ligne sur le site de l'ANS. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, si vous souhaitez vous documenter sur le contenu de la vague 2, on vous invite à vous rendre sur la page de l'ANS. Ce qui est important que vous ayez en tête, c'est que en termes d'éligibilité, vous avez la précision de l'ensemble des établissements de santé éligibles sur la vague 2 hôpital qui est disponible sur le site de l'ANS. Et en termes de calendrier, aujourd'hui, là, les éditeurs travaillent actuellement au développement de leur solution logicielle pour se faire référencer vague 2 par l'ANS. Et on estime que les déploiements des premières fonctionnalités vague 2 à l'hôpital se présenteront, alors on va dire, pour être prudent, sur le premier trimestre 2025. Voilà pour ce qui était un petit peu d'actualité concernant la vague 2. Et donc, vous allez me dire, mais quel est le lien effectivement avec notre sujet? Donc, comme je le disais en introduction, l'INS, et en particulier l'INS qualifié, ça constitue vraiment le prérequis de base pivot pour bénéficier des fonctionnalités à valeur ajoutée qu'on souhaite couvrir à travers la vague 2 Ségur à l'hôpital. Plus précisément, quelles fonctionnalités? Alors, la première, c'est la vague 2, on amène la consultation du DMP à l'hôpital, mais de manière intégrée depuis les logiciels métiers, donc là, en l'espèce, depuis les dossiers patients informatisés. Et une des premières étapes pour pouvoir consulter le DMP à l'hôpital de son patient depuis son logiciel métier, c'est d'avoir au préalablement qualifié son identité nationale de santé. Donc, sans qualification, s'il n'y a pas de qualification de l'INS, derrière, on ne pourra pas consulter le DMP de manière intégrée depuis son DPI. Et donc, par extension, on ne pourra pas bénéficier des fonctionnalités à valeur ajoutée qu'on vous propose dans une logique vraiment de consultation intégrée.
avec un système de notification, d'alerte, la capacité de rapatrier des documents du DMP dans le DPI, de faire des filtres de recherche sur le document pour être beaucoup plus rapide dans sa capacité de recherche des documents dans le DMP. Voilà, on ne propose pas uniquement de la consultation, on va plus loin que ça, mais la première étape, c'est vraiment d'avoir qualifié l'INS du patient, sinon on ne pourra pas faire tout ça. Le deuxième élément pour lequel l'INS qualifié est très important vis-à-vis de la vague 2, c'est qu'on propose également une nouveauté en termes d'intégration des documents, puisque dans la vague 2, on souhaite que les documents qui sont envoyés par messagerie sécurisée de santé professionnelle, dès lors que l'émetteur et les bénéficiaires ont qualifié les INS de part et d'autre, eh bien, les documents qui transitent à travers le tuyau MSS, celui qui reçoit le document de l'émetteur, eh bien, ce document viendra s'intégrer automatiquement dans le dossier patient informatisé de l'établissement qui reçoit le document. Voilà. Donc, on a aussi mis en place ce système d'intégration intelligente des documents reçus par MSS. Et pour ce faire, cette fonctionnalité d'intégration, elle ne pourra fonctionner que si et seulement si l'INS du patient est qualifié de part et d'autre entre l'émetteur et celui qui reçoit le document. Donc, voilà pourquoi on voulait vraiment prendre le temps de parler qualification INS, parce que c'est un enjeu clé derrière pour la réussite de la vague 2 et pour que les fonctionnalités qu'on souhaite vous apporter puissent vous être bénéfiques dans vos organisations respectives. Et donc, je laisse la parole à Céline autour de l'actualité sur l'identité nationale de santé. Merci Inès. Alors, juste avant de rentrer dans le détail, que je vous dise, donc j'ai en charge le projet INS au sein de la DNS, mais je considère quand même que c'est encore une force, puisque je suis de cœur de métier infirmière et j'ai fait toute ma carrière d'infirmière dans des établissements de santé et cadre dans la gestion des risques en identito, entre autres. Donc, ça me permet quand même d'avoir encore une connaissance de comment les choses se passent actuellement. Je voulais vous faire assez rapidement une actualité sur l'INS, puisque ça vous impacte directement en tant qu'utilisateurs finaux. Sachez que on a eu une synchronisation des bases de l'assurance maladie, enfin sur lesquelles le téléservice est adossé, ce qui a permis quand même d'avoir des meilleurs retours en première intention du téléservice. Donc, cette synchronisation a concerné 20 millions d'identités. On sait que ce n'est pas encore complètement parfait, mais on a pu noter à partir de certains indicateurs des améliorations que vous avez peut-être constatées, en tout cas, je l'espère. D'autre part, lors de la dernière mise à jour, donc en juillet 2024, on a assoupli une règle qu'on avait un petit peu durcie il y a de ça 1 an et demi, qui consistait à avoir uniquement un retour du téléservice quand il y avait une égalité stricte sur le nom de naissance. On l'a fait pour tout un tas de raisons, puisqu'on avait eu des remontées qui n'étaient pas satisfaisantes et potentiellement dangereuses. Donc, l'avantage, c'est que quand le téléservice trouvait effectivement une identité, on était sûr de cette identité. L'inconvénient, c'est que si de votre côté, vous aviez saisi un nom composé dans le nom de naissance avec un tiret ou une apostrophe, et que ce tiret, cette apostrophe n'était pas présente dans les bases nationales, vous n'aviez pas de retour du téléservice, obligé de faire un petit peu de la bidouille, enlever, supprimer, remettre ces tirets et apostrophes pour réussir in fine à trouver cette identité. Cette évolution, qui a été assouplie uniquement sur cette règle-là, vous permet de retrouver une identité lorsqu'il y a d'un côté le tiret et de l'autre pas. Maintenant, vous avez une identité trouvée qui est ramenée par le téléservice. Donc, en principe, depuis donc le fin juillet, le téléservice
doit vous permettre en première intention de retrouver plus facilement une identité. Autre évolution, on a beaucoup travaillé avec, l'INSEE. Vous savez que, la 1re cause de discordance entre, le document d'identité et l'INS, touche principalement le lieu de naissance, ce fameux COG, le code officiel géographique du lieu de naissance. Et du coup, le travail avec l'INSEE a consisté à mettre à disposition des éditeurs, un peu plus de bases que ce qu'il n'y était. Donc maintenant, ils peuvent implémenter directement dans vos logiciels, les bases donc, standards, des codes classiques, des communes, mais aussi avec leur historique. Parce que vous savez que, les COG, peuvent évoluer dans le temps et du coup, vous pouvez vous retrouver à avoir des coches qui ne correspondent pas entre ce qui a été saisi et ce qui est retourné par le téléservice. Grâce à ces, fichiers de l'INSEE, si les éditeurs les ont implémentés bien sûr, vous avez plus de cette discordance puisque le COJ est, implémenté dans votre base en relation directe avec la date de naissance. Donc on doit avoir beaucoup moins, de discordance entre le téléservice et ce qui a été saisi dans votre base. Juste pour vous dire les projets que nous avons, en cours, hem, dès que, alors je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une on a travaillé sur une mise à jour de l'ensemble du corpus documentaire, donc la partie guide d'implémentation de l'INS pour les éditeurs, mais aussi le RNIV, donc le référentiel national d'identité-vigilance, pour lequel on attend une publication, prochaine. L'objectif, de cette mise à jour, bah, c'est de vous simplifier la vie, vous qui êtes les utilisateurs finaux, avec un peu plus de contraintes effectivement éditeurs, mais qui va vous faciliter, la vie, obligatoirement. À l'occasion de cette prochaine publication, qui est, imminente, on s'est dit qu'on allait communiquer, un petit peu plus sur ce qui posait problème et en l'occurrence, ce qui pose le plus de problèmes, c'est l'absence du document d'identité. Donc, on est en cours de réalisation d'un clip vidéo, très court d'une trentaine de secondes, qu'on vous mettra évidemment à disposition et que vous pourrez mettre dans vos salles d'attente pour lesquels vous avez évidemment un écran. Et le message principal, c'est, en gros, on a besoin de l'INS, pour sécuriser évidemment, vos données de santé, mais surtout, comme c'est destiné, aux usagers, la nécessité absolue de produire un document d'identité. Donc, ça devrait être, un petit peu aidant, pour vous. Autre chose, on nous a, souvent dit que, dans les services d'urgence, il y avait une difficulté quand, les patients, arrivaient par les pompiers, que vous aviez pas accès, forcément aux documents d'identité. Donc on a engagé un travail avec, les pompiers de Paris et les pompiers en région pour, d'une part, systématiser, le recueil du document d'identité. Alors je vous ai dit lorsque c'est possible parce que bien évidemment, lorsqu'on est dans une situation, d'urgence vitale absolue, la priorité n'est pas de recueillir le document d'identité, c'est une évidence. Mais, ça représente pas la majorité des interventions que réalisent les pompiers qui nécessitent un transport, dans un établissement de santé. Donc ce recueil est vraiment important. Et puis aussi, on est en train de travailler sur le recueil des traits d'identité, qui devront être compatibles avec le RNIV. Donc, typiquement le nom de naissance, enfin l'ensemble des traits qui ne sont pas forcément recueillis aujourd'hui et qui simplifiera grandement le travail, d'accueil aux urgences, pour ces 2 points, d'avoir des champs, qui correspondent à vos besoins et le document d'identité. Et enfin, une dernière action, en cours qui date de ce matin. On est en train de travailler avec le COFRAC. Alors le COFRAC, c'est l'organisme de certification des laboratoires de biologie médicale. Vous savez, les laboratoires de biologie médicale, sont certifiés, pour pouvoir, fonctionner et exister.
Il y a déjà beaucoup d'exigences envers eux et on est en train de réfléchir à intégrer euh, des, euh, des exigences supplémentaires sur l'identitovigilance, sur les bonnes pratiques de recueil d'identité, le document d'identité et, euh, la qualification. Donc ça, c'est un projet initié. Alors, ça, vous le savez évidemment, pourquoi rechercher à augmenter son taux de qualification et dès le début de la prise en charge. Alors, Inès en a parlé précédemment, mais je vais revenir sur fiabiliser l'identité des patients. C'est évident. Ça vous permet de gagner du temps. Ça permet aussi de faciliter l'échange et le partage entre professionnels, que vous soyez récepteur de l'identité ou émetteur de l'identité. Vraiment, le point hyper important, c'est effectivement d'avoir accès à la consultation du dossier médical partagé dans mon espace santé. Si on se projette, si moi je me projette, vous n'avez pas besoin. Si moi je me projette dans mon expérience antérieure d'infirmière aux urgences, j'aurais adoré pouvoir, moi ou évidemment les médecins, avoir accès aux informations qui sont présentes dans le DMP. Parce que combien de fois les patients, quand ils arrivent typiquement aux urgences et qu'on leur demande s'ils ont un traitement médicamenteux, ils ne sont pas souvent en capacité de le dire ou ils nous disent j'ai une pilule bleue, une verte, une jaune. Alors que là, d'avoir accès à mon espace santé dès lors que l'identité sera qualifiée, ça va être un gain de temps pour tout le monde. Pour l'équipe médicale qui va prendre en charge le patient, mais aussi forcément pour les patients, hein. Si le médecin gagne du temps, ça a une incidence sur le patient. Et puis, on a d'ores et déjà des médecins qui nous disent mais moi, ce sera génial, dès que je pourrai avoir accès à mon espace santé, je pourrai préparer ma consultation en amont de la venue du patient. Donc, confort, gain de temps et évidemment, une qualité de prise en charge bien meilleure. Donc, il y a vraiment cette notion. Oui, il faut qualifier l'INS, mais surtout, il faut la qualifier le plus tôt possible. Alors, les difficultés que vous rencontrez. Évidemment, l'objet de ce webinaire, c'est pas de revenir sur ces difficultés dont on a connaissance, parce que on les a traitées. En tout cas, on a réalisé un webinaire en avril dernier et avec le support, vous aurez accès au lien vers ce webinaire qui traite effectivement des difficultés du recueil du document d'identité, les écarts entre l'INS et le document d'identité, la conduite à tenir en fonction du retour du téléservice si vous ne trouvez pas en première intention l'identité, la gestion des codes INSEE des lieux de naissance pour les Français, pour les étrangers, et ainsi que les problèmes techniques. Donc, ce n'est pas des questions qu'on abordera aujourd'hui parce qu'il y a un webinaire, un replay qui est à votre disposition et que vous pouvez consulter à loisir. L'objectif de ce webinaire, c'est vraiment d'avoir une réflexion en termes d'organisation. Aujourd'hui, on a un peu de recul depuis que vous avez déployé l'INS dans vos structures et on a identifié des organisations qui étaient plus ou moins favorables à atteindre des taux de qualification importants. Là, l'organisation qui sort vraiment du lot, c'est celle-ci. C'est quand finalement le maximum d'actions, donc la création, modification, évidemment, la validation et la récupération est fait en front office, au niveau du bureau des entrées, lorsque le patient est présent. En fait, l'avantage, c'est tout de suite, typiquement lorsqu'il y a une discordance, de pouvoir consulter l'usager concerné et de lui dire, voilà, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est l'INS? Est-ce que c'est le document d'identité? Et de pouvoir avoir une action
par rapport à ça. Si l'erreur vient de l'INSEE, l'ANS a mis à disposition un flyer sur comment corriger une erreur liée à l'INS. Si ça vient effectivement du document d'identité, dans ce même flyer, il y a la conduite à tenir. Donc, le flyer est à donner à l'usager pour qu'il sache comment faire corriger et faire correspondre l'ensemble de ces traits d'identité. Vous avez accès aux documents d'identité, donc c'est beaucoup plus facile en front office de pouvoir valider. Et puis, l'autre chose qui est vraiment importante, c'est d'avoir effectivement une CIV ou une équipe ou des professionnels qui peuvent agir sur toutes les identités qui ont pu poser problème en front office, pour lequel les admissionnistes ont clairement pas le temps de chercher pourquoi ils n'ont pas réussi à qualifier. Donc, avoir une équipe en back-office. Et quand je dis en back-office, cette équipe ou ces professionnels, peu importe, leur temps dédié doit être en adéquation avec la structure. Si vous êtes une grosse structure et que vous avez dédié les 0,001 ETP à cette mission, ça paraît effectivement compliqué de résoudre ces cas particuliers. Donc, il y a vraiment cette nécessité d'avoir une équipe back-office à la dimension de votre structure. Et puis, on a vu dans les organisations des structures qui, de manière quotidienne, enfin ça c'est dépendant évidemment du flux de patients, faisaient des requêtes sur les identités qui n'ont pas pu être qualifiées pour pouvoir suivre et régler le problème. Sur l'autre partie de l'écran, vous voyez, il y a, enfin, j'avais, pardon, je suis désolée. Je vous ai rappelé la difficulté en l'absence de l'usager de pouvoir qualifier les identités en cas de discordance. Sachez qu'il existe un document qui a été réalisé par le 3RIV. Le 3RIV, c'est l'association des référents régionaux en identitovigilance, qui a pour objectif de créer des documents pour vous faciliter la vie. Il y a une fiche pratique, donc c'est la numéro 15, qui vous donne des directions justement sur qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable pour pouvoir qualifier quand il y a une discordance. Donc, vous aurez le lien avec le support. Autre chose, on sait que dans beaucoup de structures, la carte vitale, effectivement, n'est pas la pratique, puisque vous avez accès à CDRI pour l'ouverture des droits pour la facturation. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que les structures qui font les appels au téléservice avec la carte vitale ont des taux bien plus importants de récupération et de qualification, parce que l'appel par carte vitale appelle entre autres avec le numéro de sécurité sociale et il y a des taux de retour qui sont bien plus satisfaisants et plus efficaces. Évidemment, la formation des professionnels. Alors, je mettais y compris dans les services d'accueil et d'urgence, parce que c'est vrai que c'est des équipes pour lesquelles il y a vraiment ce besoin d'accompagnement qui est un petit peu différent. C'est pourquoi l'ANS a mis en place une plateforme de e-learning avec tout un tas de sujets. Et évidemment, vous avez plusieurs modules sur l'INS et l'identitovigilance. Donc, ces modules ont été co-construits avec le 3RIV. L'objectif, c'était vraiment de faire un e-learning qui puisse être réalisé à tout moment de la journée. Donc, vraiment, on s'est tenu à faire des modules très, très courts. Je crois que le module le plus long, il doit être à 4 minutes. Sinon, c'est vraiment des modules très, 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 très courts. Au-delà de la formation, on a pu constater effectivement des organisations qui sollicitent les unités de soins
lorsque le document n'a pas pu être recueilli à l'arrivée de l'usager parce qu'il ne l'avait pas pris, de se mettre en relation avec les cadres des unités. Mais vous verrez dans les témoignages qu'on a, on pourra aborder ce sujet et ce sera effectivement encore plus précis. Euh, dans certaines structures, on sait que les lettres de liaison peuvent partir dans un délai qui a été défini par la structure pour permettre la validation du compte-rendu. Il faut vraiment que vous ayez connaissance de ce délai parce que si la qualification intervient après ce délai de validation, très souvent, le document n'alimente pas mon espace santé. Donc, il y a vraiment cette nécessité d'avoir en tête cette cohérence entre le moment où vous allez qualifier et le moment où le document va être transmis. Je vous ai mis aussi effectivement la liste des référents régionaux en identito-vigilance que vous pouvez solliciter, ainsi que l'ensemble des documents qu'ils ont produits et qu'ils sont à votre disposition. Comme ça, vous pourrez aller voir un petit peu et piocher ce qui vous intéresse. Et évidemment, la sensibilisation aux usagers est indispensable. Mais avec la petite vidéo, vous allez pouvoir enfoncer le clou du document d'identité. Merci Céline. Du coup, je propose de laisser la parole désormais aux établissements, du coup le CH Esquirol et puis ensuite la clinique Saint-Paul, qui vont nous faire part du coup de leur retour d'expérience sur les actions entreprises pour améliorer leur taux de qualification des INS. Eh bien, bonjour à tous et merci Céline de nous avoir conviés à ce webinaire qui pour nous a tout son sens, puisque même si ici on va présenter la stratégie de notre établissement, nous restons toujours à l'affût des bonnes idées ailleurs, puisque ce sera sûrement notre conclusion, c'est l'ensemble des pistes, des petites pistes qui vont contribuer à amener à cette qualification. Et on va juste se présenter très rapidement. Donc, je suis le docteur Langlois-Agé, je suis médecin responsable du DIM, de la CIV. Et donc, Isabelle Erichine, donc moi je suis technicienne de l'information médicale et référente identito-vigilance au sein de l'établissement. Donc, nous sommes un établissement de santé mentale. Et nous aborderons, après un bref historique, les difficultés que nous rencontrons plus spécifiquement. Donc, juste brièvement, pour rappeler comment s'est mis en place les récupérations, le déploiement d'INS dans notre établissement, remonte à l'année 2022, puisqu'il a quand même fallu attendre une mise en production d'une version gamme qui a intégré l'INS, bien évidemment, et le RNIV, pour pouvoir commencer à travailler. Néanmoins, on avait réfléchi en amont, grâce à l'équipe projet, sur les éventuelles difficultés que l'on avait peut-être d'ailleurs un peu sous-estimées, mais au déploiement de l'INS. Et la première tâche à laquelle on s'est attelé, ça a été de demander à ce que toutes les identités qui initialement dans notre base étaient au statut validé, à demander la dégradation de leur statut en provisoire avant que l'on recommence tout à zéro, comme un petit reboot de la base, puisque historiquement, les identités étaient validées sur, je dirais, le déclaratif d'un personnel d'accueil qui disait « j'ai vu la pièce » et que notre établissement a mis en place au même moment du déploiement la numérisation des pièces d'identité à haut niveau de confiance dans la gamme. Ce qui a fait que notre principe de base, et c'est ce qu'on a développé dans toutes les formations des personnels, pour pouvoir accéder au statut validé d'une identité provisoire, il fallait d'abord commencer par numériser la pièce. Pourquoi ? Parce que quand on met en place le back-office, il faut qu'on ait des éléments pour travailler. Et si on n'a pas les copies de pièces, on ne peut pas travailler sur les discordances, sur les problématiques particulières d'identité. Donc, on a commencé en fait à la première semaine de février 2022 par former
les personnels du bureau des admissions et de l'accueil, puisqu'en fait, c'est eux qui prennent en charge la partie administrative de toute hospitalisation. Et puis, on y a adjoint un tout petit volant de personnel qui, en fait, réalisait les accueils des consultations sur le SMR. Et pourquoi? Parce que derrière, il y a une facturation de ces consultations. Donc, en fait, ces personnels avaient globalement la même méthode de travail en travaillant avec les lecteurs de carte vitale. On a fait une formation de base qu'on a séquencée puisqu'il y a du personnel d'accueil qui travaille de nuit. Donc, on est allé la nuit, en début de nuit, faire la formation. On l'a séquencée en 3 groupes. Et après, on a accompagné tous ces personnels en étant présents au moment où ils travaillaient. Pendant une semaine, on s'est relayé dans l'équipe pour être présent à côté d'eux, pour pouvoir les accompagner dans la manipulation du logiciel, pour voir le nombre de discordances, comment ça se passait. Et une fois que les choses ont été mises en routine au bout d'une semaine, on a réintégré notre propre service et on a fait de la hotline téléphonique. Alors, la hotline téléphonique, c'est 5 jours sur 7. Hein. Le DIN ne travaille pas, n'a pas de présence sur les week-ends et les nuits. Mais manifestement, ça n'a pas posé souci puisque dès le lundi matin, s'il y avait eu des problèmes le week-end, on était ressollicité ou on avait eu un mail entre deux. Donc, ça a plutôt bien fonctionné. On a fait le bilan, après 2 mois temps plein, on a fait le bilan de ce fonctionnement. On a renvoyé sur l'équipe projet et ça nous a conduit à prendre quand même donc, à conforter notre décision initiale de numérisation systématique de la pièce d'identité dans la gamme et surtout de faire un choix, alors qui est celui de notre établissement, de ne pas accepter d'identité au statut récupéré. On valide, on qualifie, mais entre les deux, on ne récupère pas. Tant que l'on n'a pas de pièce d'identité, on ne récupère pas parce qu'en fait, finalement, on s'est aperçu qu'il y avait trop de discordances, trop de choses qui posaient des soucis, qu'on risquait de mettre un statut récupéré alors qu'en fait, quand on récupérait la pièce, après, ce n'était pas concordant. Donc, on est resté sur cette ligne de conduite et on y est toujours. Voilà, c'est un choix. Il a été de nombreuses fois réinterrogé au sein de la CIV depuis, puisqu'on a dissous l'équipe projet. C'est la CIV qui reporte le sujet de l'INS. Et pour l'instant, on reste dans cette décision que personnellement, je trouve plutôt judicieuse, mais que je n'imposerai à personne. Donc ensuite, voilà, à partir de mai, on a décidé de passer au déploiement de toutes les autres unités. Donc, comme tout établissement de santé mentale, on a pour le coup un nombre important de personnel de secrétariat et de secrétaire médical qui créent ou qui modifient des identités. On en a à peu près 70 sur le terrain. Et donc, on a déployé progressivement, unité par unité, cette formation, sachant que les personnels savaient très bien qu'ils n'avaient pas à toucher au petit bouton INSI tant que la formation n'avait pas été validée et qu'ils n'avaient pas le support que nous avons créé en appui de notre procédure d'identito-vigilance. Donc, ça nous a conduit quand même jusqu'à la fin de l'année 2023 parce que ça prend du temps d'avoir les personnels. On les a eus 2 par 2. Parfois, on avait une seule personne parce qu'elle avait été absente. Donc, on reprenait celle qui était en arrêt maladie, on la reprenait à distance. Ça nous a pris quand même toute l'année. Donc, le déploiement s'est fait petit à petit et est monté en puissance. Et pendant tout ce déploiement, on a continué d'assurer la hotline. Et en fait, on continue d'assurer la hotline. Mais au départ, cette hotline était, je dirais, sollicitée, on va dire, 20 fois par semaine à peu près. Maintenant, on est plutôt sur des 3 fois par jour, pas plus. Donc, ça dépend des jours. Hein, on est sur des moyennes. Mais l'expérience nous montre qu'il y a toujours des gens qui peuvent être en difficulté, qu'il y a beaucoup de questions qui persistent et que c'est intéressant pour nous de nous positionner sur cet accompagnement
où les professionnels, semble-t-il, sont très contents d'avoir sans arrêt quelqu'un à disposition s'ils ont besoin. Bien évidemment, hein, ça je ne vous ferai pas, je pas le il faut accompagner tout ça d'un volet communication. Il n'y a pas que les professionnels. On a beaucoup travaillé. Donc, nous avons dans notre établissement un pôle des usagers avec un chef de pôle. Il y a des réunions de pôle avec des représentants d'associations. Donc, on est allé aussi à la rencontre de tous ces professionnels et ces bénévoles pour qu'ils puissent partager avec les familles la nécessité de la fameuse présentation de la pièce d'identité. Et puis, on a aussi créé des affiches. Alors, on a couplé avec les affiches, je dirais, nationales, une affiche un petit peu établissement avec un logo et puis où on rappelle que oui, tout l'intérêt, c'est de présenter sa pièce d'identité. Donc, ces affiches ont été largement déployées dans les salles d'attente, aux admissions et même dans les unités de consultation. Bien sûr, comme tous les autres établissements, il y a le souci de l'espace pour affichage, mais vous verrez après qu'on essaie de trouver d'autres solutions maintenant. Donc, le bilan de cette première partie, ça a été de rencontrer des difficultés que la majorité d'entre vous rencontrent, à savoir les identités particulières, celles des détenus, et pourtant nous avons beaucoup travaillé avec le greffe du tribunal de Limoges. Les choses se sont améliorées, mais reste un gros travail à faire qui effectivement mérite d'être harmonisé sur le territoire. Nous avons bien évidemment, comme tous les établissements, des étrangers sans droit à la sécurité sociale ou avec des numéros temporaires, ce qui ne permet pas la qualification. Et puis, nous accueillons pas mal de patients dans un centre de consultation pour les dysphories de genre, où là, la difficulté est plutôt justement sur tous ces gens qui ont une pièce d'identité qui semble ne plus correspondre à l'évolution de leur statut ou qui changent, qui sont en attente, pour lesquels il y a une discordance de temps entre le moment où éventuellement l'INSI change le numéro et les prénoms, et puis les papiers d'identité. Et parfois, on est surpris, les papiers d'identité ont changé avant l'INS et inversement. Donc, on a privilégié systématiquement, on est resté sur la même ligne de conduite qui est celle de la pièce d'identité qui est produite et qui nous permet de changer l'identité. Si l'INS n'est pas encore raccord, on attend patiemment et on revient sur ces identités régulièrement. Les discordances, bien sûr, tout le monde en a. Elles n'ont fait que conforter l'établissement dans le choix de ne pas aller sur le statut récupéré, puisque de temps en temps, ça n'est certes qu'un problème de tiret ou d'orthographe, d'une faute d'orthographe sur un prénom, mais parfois il y a vraiment quelque chose de majeur, c'est-à-dire l'apparition d'un prénom sorti de nulle part. Et effectivement, une fois, on a eu une remontée d'une patiente qui disait « Moi, je ne comprends pas, l'identité est validée, mais vous me dites qu'en deuxième prénom, je m'appelle Marguerite, ça n'a jamais été vu, ce n'est nulle part. » Donc, du coup, on reste bien sur la ligne de conduite on ne qualifie que si ça correspond à la pièce d'identité. Et effectivement, ce travail, on peut le mener parce qu'on a la copie de cette pièce d'identité. Comme beaucoup de structures MCO et d'autres en psychiatrie, nous avons une activité d'urgence. Cette activité d'urgence n'est pas sur notre établissement, c'est-à-dire que ce sont nos psychiatres qui se déplacent sur les urgences de la structure MCO qui est contiguë. Et effectivement, nous portons le même souci de récupération de la pièce d'identité en cas d'urgence. Là, rien de nouveau sur cette question, bien qu'on ait beaucoup travaillé pour améliorer la situation. Ce qui est un peu spécifique sur les établissements de santé mentale, c'est que nous n'avons pas d'accueil centralisé. Le fait qu'on soit en organisation pavillonnaire, déjà dispatche les patients sur un espace géographique qui est important. Et nous avons de nombreux lieux de consultation qui sont répartis sur l'ensemble du département. Certains de ces lieux de consultation ont ou n'ont pas de personnel administratif. Et là aussi, il a fallu réfléchir à des solutions pour qu'on puisse récupérer les pièces d'identité
tout en entendant les réflexions des soignants ou des médecins qui disaient ben, c'est pas notre boulot, moi je ne me sens pas de contrôler l'identité du patient qui se présente et encore moins d'aller jusqu'à la photocopieuse pour passer la carte d'identité dans le matériel. Donc, au fur et à mesure du temps, on a bien vu remonter ces difficultés. On a essayé de travailler à de nombreuses pistes que va vous exposer ma collègue. Ce qui est clair, c'est que nous n'avons pas non plus de facturation des consultations psychiatriques. De ce fait, elles ne sont pas inscrites dans la gamme. Nous n'utilisons pour la partie ambulatoire de l'activité de psychiatrie que le module GIP, gestion identité patient, pour ceux qui n'ont pas forcément la même gamme que nous, qui répond bien sûr aux normes, mais du coup, on est un peu gêné pour le calcul des indicateurs. C'est un peu plus compliqué et c'est là je dirais, la plus-value de travailler en DIM, c'est qu'on peut aller nous requêter directement dans les données du dossier patient pour aller chercher le statut de l'INS et puis retravailler en back-office derrière. En plus de l'activité d'urgence, on a une activité de liaison en structure MCO. Donc là aussi, nos psychiatres se déplacent sur des unités où des patients sont hospitalisés pour des soins somatiques, enfants ou adultes. Et là aussi, on a un gros déficit de récupération des pièces, alors que ce sont des patients que nous avons en commun avec la structure MCO et que pour 80% d'entre eux, il y a une pièce d'identité qui a été fournie sur la structure MCO au moment de l'hospitalisation ou dans un délai différé. Du coup, on a été amené à beaucoup réfléchir et ce qu'on va vous présenter, c'est, je dirais, le fruit de notre expérience sur le travail d'amélioration du recueil des pièces d'identité. Il n'a pas de prétention à être ce qu'il faut faire, c'est juste les pistes qu'on a pu développer, en tout cas dans notre établissement, au fil de l'eau. Et si vous pouvez vous en inspirer, on sera ravis de partager. En même temps, comme je le disais en préambule, nous aussi, on reste à l'affût de petites pistes qui nous conduiraient à améliorer ce recueil. Donc, je vais enchaîner du coup avec notre plan d'amélioration que l'on a mis en place. Donc, la stratégie, c'est évidemment privilégier quand même le recueil des pièces et la validation des identités en front office. Donc, dans notre DPI, on a mis en place un formulaire de demande harmonisé pour toutes les unités. Donc, la secrétaire peut éditer cette demande de document qui sera déjà pré-rempli avec l'identité du patient. Donc, elle la remet au patient ou à son entourage en fonction de la personne présente, ou elle peut même l'envoyer au domicile si la personne ne l'a pas en visu. On passe également par l'adresse MS Santé pour échanger les copies de pièces d'identité, sécuriser les échanges. On a fait une modification du SMS que le patient reçoit pour son rappel de consultation. Donc, à l'intérieur de ce SMS, du coup, il lui est précisé qu'il doit se présenter muni de sa pièce d'identité, carte vitale, carte mutuelle. Les professionnels aussi, surtout pour les équipes mobiles, utilisent des téléphones portables sécurisés. Donc, quand ils se déplacent dans les unités MCO, très souvent, ils peuvent prendre en photo du coup le document d'identité, ou à la maison d'ailleurs, s'ils se déplacent à la maison, voilà. Ils prennent en photo le document d'identité et le transmettent une fois de retour sur site à la secrétaire de l'unité pour qu'elle puisse l'intégrer dans la gamme. Ensuite, on a mis en place une procédure spécifique pour les secrétaires des urgences. Donc, notre spécificité, c'est que les secrétaires des urgences psychiatriques sont des personnels du CHU, pas des personnels de notre établissement. Donc, en fait, elles ont accès à la gamme du CHU et accès à la gamme de notre établissement. Donc, les pièces qui sont présentes dans la gamme du CHU, elles peuvent nous les transférer dans notre gamme établissement. Ensuite, on essaye de mettre en place récemment un binôme dans les unités, cadre de santé secrétaire, pour les patients hospitalisés. C'est-à-dire qu'à un rythme qui sera le leur, ils vont établir la liste des patients présents et étudier l'état, le statut de l'identité du patient pour trouver une stratégie, soit aller voir le patient demander
sa pièce d'identité ou à son entourage. Et le projet en cours est un travail avec le bureau des admissions pour un bureau mobile, en fait, d'une personne dédiée des admissions qui irait dans les unités récupérer les documents d'identité. Donc voilà pour le front-office, back-office. Ensuite, plan d'action du DIM. Alors le DIM, on est en back-office, nous, forcément. Donc, on poursuit notre hotline téléphonique que l'on a mis en place depuis le début du déploiement de l'INS. Donc, actuellement, on est en moyenne à 3 appels par jour. On utilise également le document qui est dans le DPI de demande de pièces d'identité. Donc, nous, on est plutôt centré sur les patients majeurs sous protection et on contacte également les EHPAD. Donc, on a quand même un bon retour de ces établissements. On n'a pas 100% de retour, mais on a bien 90 à 95% de retours positifs à ces demandes. Ensuite, on fait des suivis avec des extractions INS. Et donc, ces extractions, en fait, on a une requête, toutes les semaines, on a une requête sur les patients entrés ou enfin, les identités de patients créés ou modifiés de la semaine précédente, plus une requête mensuelle. On produit des indicateurs de suivi par unité, par pôle. Un plan de formation des nouveaux professionnels et avec une mise à jour obligatoire. Donc là, en fait, on est surtout sur les mises à jour. On est en ce moment en train de faire des sessions de formation à 2 ans, puisque les formations identito-vigilantes sont obligatoires tous les 2 ans. Donc là, on est en train de mettre en place, on a établi 3 sessions. Collaboration avec le CHU pour l'accès à la gamme des patients vus en liaison. Donc là, c'est un accès. Donc on a demandé des accès à la gamme. Donc c'est le docteur Langloger qui a l'accès. D'accord. Bon, c'est pas encore finalisé. On a quelques problèmes techniques pour aller accéder à la gamme du CHU pour les patients que nous avons en commun. Toujours dans un but d'augmenter notre taux d'INS qualifié. Alors, après, on a eu un plan d'action au niveau de l'établissement, c'est-à-dire que l'indicateur taux de qualification INS a été intégré comme indicateur pour l'enveloppe d'intéressement dans les contrats de pôle. On a vu tout de suite l'efficacité quand même. Hein. Les taux de qualification ont augmenté. Hein. Ça a été assez bénéfique. Disons que la pression du pôle et du chef de pôle qui est très intéressé pour obtenir l'entièreté de son enveloppe, hein, à conditionner des nouvelles demandes sur les requêtes, où en étaient les statuts, quelles sont les unités qui sont le plus en difficulté, où est-ce que ça pêche. Et avant, on avait l'impression qu'on travaillait un peu seul, mais depuis que cet indicateur a intégré le contrat de pôle, clairement, on a bien senti l'effet positif de la prise de conscience de l'ensemble des professionnels, guidés par, bien sûr, cet intéressement financier qui a effectivement fait grimper le taux de qualification de façon significative. Et dernier point, on a toujours notre volet communication avec des journées de sensibilisation. Donc, le DIM intervient à la journée d'accueil des nouveaux arrivants avec une petite présentation de ce qu'est l'identito-vigilance. On a également, on participe à la journée sécurité des patients. On fait régulièrement des articles dans le journal de l'établissement, des présentations assez régulières aux instances. Et on a intégré toutes les affiches obligatoires identito-vigilantes dans des supports visuels, soit des écrans qui défilent dans les salles d'attente et un affichage dans toutes les salles d'attente et lieux d'accueil des patients. Donc, on attend beaucoup de la petite vidéo que vous allez travailler, qu'on pourra ajouter dans les salles d'attente qui sont équipées d'écrans. Ça, c'est assez un plus. Voilà, comme je le disais, on n'a pas de prétention de détenir la clé, mais on va chercher tous les petits leviers, si petits soient-ils, qui peuvent contribuer à l'amélioration du recueil de la pièce d'identité, qui en fait est l'incontournable pour pouvoir aller après valider. Alors, qualifier, c'est encore mieux, mais bon, on n'abordera pas le problème des discordances, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, tant qu'on n'a pas cette fameuse pièce, évidemment, on ne peut pas avancer. Et du coup, on est vraiment avantagé
par le fait que cette pièce est systématiquement numérisée et donc du coup que le DIM en back-office peut systématiquement consulter cette pièce pour être expert s'il y a une question sur les discordances. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Oui. Oui, il y a deux questions dans le chat qui vous concernent, mesdames. Alors, il y a quelqu'un qui serait très intéressé pour avoir la procédure que vous avez mise en place avec le CHU et les urgences. Donc, je ne sais pas s'il y a possibilité de la mettre à disposition. Soit notre numéro, soit notre adresse mail. Il n'y a pas de problème pour qu'on puisse en échanger après. Mais en fait, ce qui est le moins difficile pour travailler avec le CHU, c'est dans le cadre des urgences, parce que nous partageons ce personnel qui n'est pas personnel d'Esquirol. Pour le coup, là, on a pu s'appuyer sur des deux secrétaires qui ont déjà, de par leur métier, accès à la gamme. Donc, il n'y a pas eu de demande d'accès particulier. Elles vont sur le dossier du patient, elles sortent la pièce qui est numérisée au CHU et l'intègrent dans notre base, ce qui permet d'avoir la pièce numérisée et de faire la validation et la qualification. Ça, c'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de demander un accès alors qu'on n'est pas personnel de l'établissement. Et c'est ce pourquoi on se bat déjà depuis 1 an pour les unités de liaison, parce qu'il y en a de très nombreuses. Et pour le coup, là, il nous a fallu procéder en demandant d'abord à la CIF du GHT si éventuellement ils acceptaient de nous aider dans cette démarche. Alors, l'intérêt de la CIF du GHT, c'est que comme il y a un serveur de rapprochement d'identité au niveau GHT, bien sûr, si nous, on qualifie un patient que le CHU a qualifié, eh bien, ça va faire remonter les identités partagées et donc, du coup, ça va aller plus vite pour assurer la sécurité des patients, puisqu'il y a plein de déploiements d'unités spécifiques telles radiothérapie ou ophtalmo qui sont basées sur le serveur de rapprochement d'identité. Donc, comme c'est l'intérêt du GHT, la CIF va d'abord donner son accord. Puis, nous avons dû faire une demande à la commission de gestion des droits d'accès du CHU qui, au final, nous a autorisé cet accès. Alors après, il est conditionné, c'est clair. Moi, je l'ai eu à titre nominatif, parce que je suis médecin responsable du DIM. Après, depuis juin, on est de problème technique en problème technique, parce qu'au début, je pense qu'ils avaient compris que juste on voulait regarder la pièce, sauf que moi, je ne veux pas juste regarder la pièce, je veux aussi pouvoir l'importer dans ma base. Et ça, c'est compliqué techniquement. Donc, on avance tel des tortues, mais on avance. Et j'ai bon espoir qu'avant la fin de l'année, je puisse, avec ma liste de patients suivis via les équipes de liaison, aller regarder si les documents sont dans la base du CHU et vérifier qu'on est bien sur le même patient. Mais c'est vrai que c'est plus complexe. Après, ça dépend des liens qui sont créés entre les structures et effectivement peut-être de conventions de travail. Bien. Céline, tu disais qu'il y avait une deuxième question. Oui, mais alors en partie répondu. Bonjour, les pièces d'identité. Alors là, c'est peut-être plus généraliste. Attends, dans le nom, j'en avais une. C'était comment est transmis le document d'identité, en fait, la transmission numérique. Là, c'est la transmission du document d'identité sous format numérique. Ben, elle passe, en fait, la transmission passe par la messagerie sécurisée, la MS Santé. Comme ça, on est tranquille. Et puis, on a d'autres établissements, notamment les EHPAD, qui ont fini, ou surtout les établissements sanitaires de l'ensemble du département, voire du GHT, qui peuvent nous envoyer via la MS Santé. Alors, en fait, on a ouvert une boîte Identito Vigilant MS Santé qui est accessible à l'ensemble de notre équipe
parce que autant on avait évalué le temps identito-vigilant à 1 ETP pour l'ensemble des missions, sauf qu'on ne peut pas mobiliser 1 ETP, on n'a pas eu de renfort. Donc, en fait, ce temps de travail sur l'identito, il est réparti sur 4 personnes de l'équipe qui peuvent du coup se suppléer, ce qui couvre d'une part la partie de journée 8h, 17h30, 18h. Donc, ça, c'est pratique pour la réponse au téléphone. Et puis, parce que les gens, ils ont des congés à prendre et que durant cette période-là, c'est bien qu'il y ait toujours quelqu'un et pour répondre et pour réceptionner les pièces, voire les demander, afin de maintenir le flux de façon régulière. D'où l'intérêt de la boîte partagée. Eh bien, je vois leur passer. Ouais, c'est bon. Du coup, je vais donner la parole au deuxième établissement, donc la clinique Saint-Paul, et puis on pourra peut-être prendre encore quelques questions à la fin du webinaire. Alors, bonjour à tous. Merci de la participation. Moi, c'est la première fois, donc un peu stressée, mais je vais essayer de faire simple. Ça va bien se aller, passer. Carole, ça va aller. Donc, pour ma présentation, je suis la référente identito-vigilance du groupe Clinique Saint-Paul. Donc, il faut savoir qu'on a 3 établissements de santé. Donc, la clinique de Lanskola, qui est un établissement psychiatrique. L'Âge d'Or, qui est un établissement qui reçoit des personnes âgées. Et la clinique qui fait MCO-SMR. Donc, on a une activité qui est activement et principalement programmée à 95%. Les 5% restants, ce sont des urgences, entre guillemets, qui restent programmées. Donc, c'est selon les possibilités au niveau du bloc opératoire et au niveau de l'anesthésie. Donc, moi, je dis ça parce que je suis la régulatrice du bloc également dans la clinique. Donc, il faut savoir que tous les patients qui passent au bloc opératoire, ou quel que soit l'examen qu'ils font dans nos murs, passent directement à travers moi. Donc, ce qu'on a fait au niveau de l'accompagnement et du déploiement, c'est qu'on a mis en place des plans d'action de formation, de sensibilisation, de contribution au niveau des employés administratifs. Donc, on a une gestion qui est quotidienne et j'ai un temps que je dédie selon mes disponibilités pour gérer au quotidien soit les doublons, soit les identités qui, à ce jour, sont encore non qualifiées. Aujourd'hui, j'ai un taux de qualification à 95%, rétroactivité sur ces 6 derniers mois pour les entrants et entrées de la clinique. Donc, on a mis en place aussi, au niveau des journées culture d'entreprise. Donc, ce sont des journées qui sont dédiées à tout le personnel, quel que soit le domaine professionnel, pour pouvoir les sensibiliser sur différents thèmes, notamment donc l'identito-vigilance. Ensuite, j'ai des ateliers que je faisais régulièrement avec le GCS à l'époque, Martinique, que je faisais 1 fois par semaine, donc tous les lundis. Aujourd'hui, depuis qu'ils sont passés Grade Martinique, c'est quelque chose que je fais quasiment 1 fois par mois, puisqu'on ne dépend plus d'eux au niveau de la gestion des identités, puisqu'on a nos propres serveurs. Après, la gestion des particularités, donc, comme je l'ai dit, de l'identito-vigilance, c'est au quotidien. On a la gestion, donc, on a des protocoles aussi qui sont mis en place pour la gestion des identités non qualifiées, provisoires, celles qui sont récupérées dans l'INS. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis la seule, en dehors des secrétaires, à pouvoir qualifier une identité. Il faut savoir que pour tout patient qui rentre à la clinique, la pièce d'identité est obligatoire. Il n'a pas de pièce d'identité, on ne fera pas de dossier, il ne sera pas admis à la clinique. C'est-à-dire que même si c'est une urgence, il faut savoir que l'urgence, en général, elle est programmée dans les 24 à 48 heures. Donc, on laisse le délai au patient de nous ramener sa pièce d'identité, auquel cas il n'arrivera pas jusqu'au bloc. Et il faut savoir que aussi, depuis la mise en place du dossier informatisé, toutes nos pièces d'identité sont scannées. Donc, moi, j'ai accès pour les identités antérieures au quotidien. Je vais dans notre dossier informatisé, je peux qualifier moi-même mes identités. Après, au niveau des nouveau-nés, donc il faut savoir que les nouveau-nés, on a l'INS qui remonte assez facilement dans les 5 à 10 jours.
Donc, ça devient automatique. Donc, je suis la seule à les qualifier pour les nouveau-nés. L'accueil ne le fait pas pour les employés administratifs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le taux de qualification à ce jour pour les patients entrés et entrants de mai à octobre, on est à 94% d'identité qualifiée. Après les discordances que j'ai sur les 6% restants, ce sont donc les nouveau-nés qui ne sont pas encore remontés et les différentes discordances qu'il y a avec l'INS. Donc, soit le nom ne correspond pas, le lieu de naissance, essentiellement, c'est surtout ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes avec Mayotte. Donc, notamment Fort-de-France qui est lié à Mayotte. Donc, la majorité des Martiniquais sont nés aujourd'hui à Fort-de-France par rapport à la clinique, puisqu'on est situé à Fort-de-France. Donc, c'est vrai que c'est surtout ce défaut-là qu'on a au niveau de la remontée de l'INS. Alors, il faut savoir que pour la prise en charge, merci. Il faut savoir que pour la prise en... J'essaie de voir toutes les questions en même temps. Je vais voir après. Oui, voilà, on verra après. Donc, alors, il faut savoir que tout patient qui est pris en charge à la clinique, donc depuis le Covid, on a mis en place donc soit l'inscription en ligne. Donc, c'est une plateforme qu'on a développée au niveau de la clinique. Donc, les informations remontent directement dans notre dossier administratif, sauf qu'il y a la manipulation entre les deux, obligatoire d'une secrétaire pour la validation de toutes les pièces, la vérification et la complétude du dossier. Et donc, depuis le Covid, on a mis en place, en dehors de l'inscription à distance, on remet à chaque patient une enveloppe avec tous les documents, donc autorisation d'opérer, consentement éclairé, et avec tous les documents qui sont nécessaires pour réaliser la préadmission. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas prévenus. Et en général, on leur laisse un délai de 48 heures. Bon, pour ceux qui sont sérieux, post-consultation chirurgien pour venir s'inscrire chez nous. Alors, du coup, côté retour d'expérience, il me semblait, Carole, que ça se terminait là. Du coup, on a encore un petit peu de temps. Je ne sais pas si vous souhaitez répondre à certaines des questions que vous voyez dans le chat. Alors, oui, je vais remonter. Et en parallèle, hein, vous pouvez ouvrir vos micros et caméras si vous souhaitez poser des questions à l'oral. Voilà, c'est le moment dédié aux questions-réponses avant la slide conclusive de Céline. Alors, justificatif d'identité, France Identité Admise, c'est-à-dire? Oh, Carole, j'ai fait une réponse dans le chat, en fait. Ah. J'ai échangé il y a quelque temps avec du coup l'association du Trois-Rives et ils vont faire évoluer normalement la fiche pratique numéro 2 qui concerne les documents français pour statuer si oui ou non ce type de dispositif est acceptable ou pas, en fait. Donc, je pense que prochainement, je ne vais pas m'engager pour eux sur un délai, même si certains des membres du Trois-Rives sont présents aujourd'hui. Donc, si vous voulez dire quelque chose, si vous êtes au courant. Mais voilà, le sujet est ouvert sur ces dispositifs un peu d'identification qu'on prend quand même avec un peu de précaution. Donc, on s'assure effectivement qu'on soit bien dans une situation de sécurité et qu'il n'y ait pas de possibilité d'usurpation ou de choses comme ça. C'est ça. Alors, je vais répondre pour le justificatif du livret de famille. Donc, on l'autorise que pour les mineurs. Je ne sais pas si il y a d'autres questions pour lesquelles vous auriez apporté des réponses écrites et qui seraient intéressantes de partager à l'oral. Alors, sur quelle pièce d'identité? Alors, pour les bébés, donc on a un agent de l'état civil qui passe quotidiennement à la clinique. Donc, dans notre dossier informatisé, on a tous les extraits d'actes de naissance de tous les bébés qui passent par la clinique. Et c'est vrai que c'est ce que je disais à Carole quand on a échangé. Il fut un temps où effectivement dans les établissements qui avaient une maternité, on avait un officier d'état civil qui venait et qui facilitait les choses.
À ma connaissance, je ne sais pas s'il existe encore beaucoup de structures pour lesquelles il y a un officier d'état civil, mais c'est évident que là, c'est hyper facilitant, cette organisation pour obtenir la qualification hyper rapidement pour les nouveau-nés. Après, j'ai vu effectivement qu'il y avait pas mal de réactions sur la différence entre un établissement privé qui effectivement conditionne un petit peu l'aboutissement de la prise en charge, ou en tout cas l'accès au début de la prise en charge par le document d'identité. Évidemment, on a bien en tête que dans un établissement qui a un service d'urgence, évidemment, c'est pas possible. Mais peut-être que dans des plus petites structures, sur de la consultation qui va aboutir à une autre forme de prise en charge, il y a peut-être des messages un peu plus toniques, parfois qui pourraient contraindre l'usager à fournir son document d'identité. Je ne sais pas, il a vu l'anesthésiste, il n'avait pas son document. Bon, de donner le message qu'effectivement, le jour de l'hospitalisation, il y a nécessité de présenter le document d'identité. Je suis complètement alignée avec vous, hein, sur un établissement public qui a un service d'urgence, c'est inenvisageable. Néanmoins, peut-être que sur certaines organisations, sur certaines activités, peut-être qu'il y a des choses effectivement qui peuvent se faire. Et je vois dans le chat que effectivement, on me confirme plus d'officiers d'état civil. Et oui. Du coup, il nous reste... Tu peux passer, je pense, Oui. Inès. D'accord. Oui, Allez. on a un process de préadmission en ligne. Oui, c'était... Voilà. Il semble que c'était là. Du coup, Céline, je te laisse se présenter. Je reprends rapidement. Initialement, on avait prévu, mais on se rend compte que dans le temps, ça aurait été un peu court. Un CHU qui devait participer et faire son retour d'expérience, puisqu'ils atteignent aussi, ils sont à plus de 83% de taux de qualification. Et on a échangé un petit peu avec eux, et plutôt que de m'approprier leur présentation, ce qui n'aurait pas été forcément hyper fidèle, j'ai repris quelques idées dont ils m'ont fait part, mais aussi d'autres idées qu'on a pu constater sur le terrain. Cette idée que vous avez vue avec l'établissement psychiatrique, d'avoir un partenariat avec les cadres de santé. Ça, je trouve que c'est topissime. Donc, le CHU me disait que eux, ils essaient d'intervenir. Alors, comme c'est un CHU, vous, doutez bien qu'il y a un certain nombre d'unités, mais d'intervenir régulièrement à l'occasion des transmissions des équipes, pour faire un flash info, enfin une sensibilisation assez courte sur l'identito, et de sensibiliser aussi ces professionnels à recueillir le document d'identité au cours de l'hospitalisation pour permettre la qualification avant la sortie, puisque on a souvent des personnes qui viennent rendre visite aux patients et qui peuvent parfois avoir accès effectivement à ce document d'identité. Donc, je trouvais que ça, c'était intéressant à partager avec vous. Comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, cette problématique au niveau des urgences. Alors, effectivement, on a souvent ce discours aux urgences, c'est compliqué, les patients, mais ce qu'on a pu effectivement observer, c'est la réalisation d'un audit au niveau des accueils des urgences, qui était hyper simple, hein, rester 2 heures au niveau des urgences et comptabiliser combien de fois le document a été demandé, parce que ce qui ressort souvent, c'est que le document n'est pas demandé parce que ce n'est pas ancré dans la culture des professionnels des urgences, et puis évaluer combien de fois il a été présenté, combien de fois il est absent, ce qui permet quand même d'identifier les leviers. Est-ce que les leviers sont plus orientés vers les usagers qui ne présentent pas de document d'identité, ou est-ce que le levier est davantage communiquer et former les professionnels d'accueil? De la même manière, un audit a été réalisé auprès des patients, justement
pour les sensibiliser à mettre à disposition un document d'identité. Et en fait, c'est l'occasion quand même d'expliquer un petit peu plus parce que les auditeurs ont plus de temps. Et puis là, qui plus est, c'était les étudiants de 3e année en école d'infirmier. Et ça a révélé que les patients n'étaient pas du tout contre, ils ne comprenaient pas vraiment l'intérêt. Donc, avec des explications, ils se sont engagés effectivement à présenter un document d'identité à leur prochaine venue. Et puis, aussi renforcer vraiment le message sur les documents de convocation, de la nécessité de présenter lors de leur hospitalisation ou de leur consultation un document d'identité. Et de la même manière, dans le SMS de rappel, ce message sur le document d'identité a été encore renforcé. Donc voilà, c'était des pistes. Peut-être que certaines, vous les avez déjà appliquées. Peut-être que on vous a donné des idées. Mais je pense que pour augmenter les taux de qualification, c'est comme il a été dit, c'est la juxtaposition de plein de petites actions complémentaires qui vous permettront effectivement d'améliorer ces taux de qualification. Très bien. Merci Céline. Très très rapidement, donc après je ne vais pas le refaire parce que ça sera certainement une redite de mon introduction. Donc effectivement, ce webinaire, on l'espère, vous aura servi à identifier quelques pistes gagnantes pour vous permettre du coup d'améliorer votre taux de qualification des INS. Ce que je n'ai pas dit en introduction, mais qui est très important aussi pour vous, c'est d'avoir en visibilité le fait qu'il y a une ambition aussi portée par le programme Open 2 sur le fait justement d'améliorer ce process de qualification des INS qui se traduit derrière par des indicateurs d'usage qui portent la cible à 80%. Donc voilà, donc au-delà même du Ségur Vague 2, on a vraiment un programme de financement en parallèle qui vise vraiment à vous accompagner dans cette démarche d'amélioration de la qualification des INS. En termes de webinaires à venir, du coup, on vous a mis la liste de l'ensemble des webinaires réalisés sur le périmètre de la vague 2. Ils sont tous en ligne, ceux que vous voyez à l'écran, avec les supports associés. Donc, c'est très complet. On a essayé d'identifier vraiment les thèmes sur lesquels on souhaitait vous porter une attention particulière pour vous préparer au mieux à l'arrivée de la vague 2 à l'hôpital. Et donc, voilà, la qualification d'INS fait partie d'un de ces webinaires thématiques pour lequel vous retrouverez le replay et le support associé dans la semaine sur la page ANS. Et puis, on a 2 autres webinaires à venir sur des thèmes totalement différents, à savoir une présentation de la Dreambox, qui est un dispositif d'imagerie partagée qui permettra aux professionnels demain, depuis le DMP, de visualiser les images associées au compte-rendu d'imagerie contenu dans le DMP. Et le 12 novembre, nous aurons également un webinaire qui traitera du sujet des moyens d'identification électronique pour les professionnels de santé. Si vous avez des questions, on va regarder les questions. Merci beaucoup. C'est hyper important pour nous d'avoir ces questions-là parce que ça nous permet aussi d'enrichir la foire aux questions qu'on travaille et qui sera disponible au début d'année sur la page ANS. Et je rajouterai du coup dans ce support l'adresse de la TF Hôpital Ségur et le formulaire de sollicitation pour que vous puissiez du coup nous adresser aussi directement vos questions et potentiellement vous mettre en relation avec les établissements qui ont fait part de leur retour d'expérience. Voilà, du coup, je vous propose de conclure ce webinaire. J'espère qu'il vous aura été utile. Et puis, on espère et on vous dit à très bientôt. Merci. Au revoir. Bon après-midi. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.